duc de Bourgogne, issu de Philippe le Hardi, fils de Jean le Bon. On revient toujours au même personnage. Hein. Et les plus célèbres ducs de Bourgogne de cette seconde maison, c'est évidemment Jean sans peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire. Voilà. Donc c'était un titre qui à l'époque était un titre dévolu aux grands bâtards de Bourgogne, c'est-à-dire les enfants adultérins de Philippe le Bon. Mais c'était un titre parmi tant d'autres. Vous savez, à l'époque, on donnait 5, 6, 7, 8 titres à la même personne. Hein, parce que tout ça était compté en apanage, c'est-à-dire en revenus, de ce que ça pouvait représenter comme contrée. Et maintenant, évidemment, c'est un titre important parce que l'Aussois, par rapport au monde néophyte, on sait ce que c'est par rapport à la région, ce qu'on y trouve, et le vin est bien mangé, et ce mur en Aussois avec ses vestiges, etc. Donc voilà, ça a changé par rapport à la vie moderne. Le titre, qui est toujours le même, a plus le même ressenti par les personnes qui l'entendent. Voilà. La Révolution a fait beaucoup écarter beaucoup de choses, hein, et beaucoup, extrêmement beaucoup de mal. Elle a assassiné ma famille, à part ça, elle a fait beaucoup de mal. Et on en paye toujours les pots cassés. Autant de temps après? Oh oui, oh oui, oh que oui. Revenons à notre ordre, ce bel ordre. Alors, on a des ornements, des manteaux, des épées. Oui, on a un manteau. Alors, le manteau que j'explique, c'est comme une cape. Hein. Voilà, ça porte le nom de manteau parce que c'est comme ça qu'on le nomme dans un ordre chevaleresque. Mais pour la personne qui regarde, c'est comme une cape qui enveloppe complètement le corps. À Senestre, c'est-à-dire à gauche du manteau, nous avons une croix de couleur amarante. Hein, pourquoi amarante? Parce que c'était la couleur de l'ordre de Notre-Dame de Montcarmel. Et l'étoile pâtée, donc à 8 pointes, avec les boules au bout qui représentent les 8 béatitudes. Et cette croix, c'est la croix templière. Voilà, parce que nous sommes issus forcément de la chevalerie, donc aussi de la chevalerie templière. Donc, cette croix est donc portée à gauche et donc est amarante sur le manteau qui est écru. Nous avons une épée qui s'appelle Victrice, qui est une très très belle épée qui a été fondée spécialement pour l'ordre, avec laquelle j'adoube les chevaliers. Cette épée est la continuité de mon bras, en fin de compte, j'adoube. Mon bras n'est pas assez grand, donc j'ai besoin de l'épée pour aller jusqu'au chevalier pour l'adouber. Et je tape dans le dos du chevalier, ce qu'on appelle la collée, comme on faisait au Moyen-Âge. Bon, je tape moins fort qu'au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ils allaient carrément à coups de poing. Non, là, je reste quand même gentil, et j'ai cette phrase, afin que tu t'en souviennes. Voilà, donc l'épée et la collée. Cette épée est protectrice aussi, hein, elle protège l'ordre. Alors bien sûr, on va pas s'en servir pour taper sur le voisin, hein, c'est pas le but. Aujourd'hui, on ne se bat plus à l'épée. En devenir ou accompli n'est pas réductible au passé, notamment à l'époque médiévale et féodale. On disait tout à l'heure. Ça fait rêver encore dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire, mais ça ne se réduit pas à cela. L'état de chevalier se conjugue et se vit toujours au présent, dans le monde d'aujourd'hui. Et donc ce n'est pas le haubert ou l'armure, ni même l'épée, comme on le disait, bien qu'elle en soit le signe le plus noble et le plus permanent. C'est vrai que l'épée est toujours présente dans nos cérémonies, elle rappelle cette puissance et elle manifeste en quelque sorte également la présence du message du Christ et de la Vierge dans nos cérémonies et dans les adoubements, naturellement. Et ce ne sont pas ces attributs finalement qui construisent ou justifient le chevalier, mais le désignent comme tel. Ce sont des actes, ces actes du moins, qui eux-mêmes sont les fruits de son être, en son intime, en son ordre intérieur. Donc le chevalier, en quelque sorte, c'est un mystère, mais il a un appel, il ressent un appel spirituel, véritable, qu'il essaye de vivre à travers son état de chevalerie.
Et le combat, donc, faut-il reprendre l'épée aujourd'hui? Je ne sais pas, à l'ère des armes numériques, si c'est très probant de parler de cela, mais en tout cas, symboliquement, l'épée, elle est intérieure. Et je pense qu'il en va surtout d'un combat contre ceux qui s'opposent au bien, au juste. Le chevalier cherche en effet à élargir autour de lui cette notion du bien et du juste, le rechercher par-dessus tout, contre sans doute les puissances comme la puissance de l'argent qu'on évoquait il y a quelques minutes, et qui constitue des sortes de fléaux de la société actuelle. Oui, et puis c'est le respect de l'ordre établi. Alors que nous vivons dans un monde qui devient complètement anarchique. Et donc irrespectueux. Totalement. Et tout cela va aussi se voir dans l'éducation des enfants. Surtout dans l'éducation des enfants. Surtout. Et si vous leur inculquez pas l'histoire de son pays, si vous leur inculquez pas justement des valeurs, qu'elles soient chevaleresques ou simplement humaines ou chrétiennes ou catholiques ou protestantes, tout ce qu'on veut, mais enfin qu'on ait des valeurs, qu'on ait une ligne de conduite, faut pas s'étonner que les enfants arrivés à un âge de l'adolescence fassent tout et n'importe quoi. Faut pas s'étonner, ils n'ont pas les bases. Si on leur donne pas les bases. Ils n'ont plus de racines. Ils n'ont plus de racines, ils n'ont plus de point d'ancrage. Les racines d'une société qui s'est construite sur beaucoup de temps, avec de l'expérience. Sur 2000 ans, avec 1000 ans de royauté qui a créé la France, qui a créé l'Europe, parce qu'on nous parle de l'Europe aujourd'hui, mais il y avait Lurette qu'on en parlait déjà, en 1000 ans qui a tout créé et qui, en 250 ans, là, se voit réduit à néant, quoi. On parlait français dans toutes les cours. C'était obligatoire. On entendait le français, disait-on. C'était une obligation. La langue de la cour était le français, oui. On en est bien loin aujourd'hui. Au moins, les grands de chaque pays pouvaient se comprendre facilement. Alors. Complètement, complètement. On pouvait pas dire qu'on n'avait pas compris ce que l'autre vous racontait en face. C'est pas possible. Non. Non, pas besoin de traducteur. Non. En disant, j'ai pas bien compris. Non, là vous compreniez obligatoirement. C'était obligé. C'est dommage que l'anglois a fort envahi le monde. L'anglois a envahi le monde. Et puis c'est surtout les États-Unis, quoi, parce qu'en fin de compte, on parle plus un anglais américain qu'un anglais littéraire. On est très loin de l'anglais de Shakespeare, quand même. Hein. Oui. Voilà, donc c'est plus côté États-Unis que l'anglois, entre guillemets, prospère. Alors, on parlait d'esprit chevaleresque. Est-ce que un mot qui pourrait remplacer peut-être la prière, la méditation maintenant? Je crois que c'est pas tout à fait pareil. On peut méditer sur un sujet, on peut méditer sur des paroles, on peut méditer sur une prière. Mais ce n'est pas prier. Prier, c'est plus intérieur. C'est plus secret à soi. C'est plus investi que la méditation. C'est plus haut. C'est plus haut. On peut peut-être parler d'oraison alors dans ce que... Oui, d'une raison, oui. Et dans tout ça, on a à chaque fois, tous les X années, un roi. Si nous parlions d'Henri VII... Ah, c'était un être extraordinaire, d'une bonté inégalée, inégalable et inégalée. C'était un homme extrêmement cultivé, un homme bon dans le sens noble du terme, un homme bon, un homme calé, un homme doux. Il aurait fait un bon roi, il aurait fait un bon roi, oui, 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 car il savait écouter les autres. Il savait être à l'écoute, il savait aider les autres, il savait être présent pour ses amis, oui. Un homme de cœur. Ah, c'était un homme de cœur, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Était-il plus homme de cœur que roi? Il était roi parce qu'il était homme de cœur. Ah.
Alors vous savez qu'il est né en Belgique, hein? Ah non, absolument pas. Ah oui, il est né en 1933, le 14 juin 1933, à Woluwe-Saint-Pierre, À côté de Bruxelles. à côté de Bruxelles, dans une grosse demeure, on disait c'est un petit château, enfin une grosse gentilhomère, qui s'appelait le Manoir d'Anjou, qui appartenait à ses grands-parents, le duc et la duchesse de Guise. Il est né dans ce château, et son grand-père avait emporté de France, de la terre de France, qu'il avait mis sous chaque pied du lit pour que le petit-fils naisse en terre de France. Et il appelait ça la terre de Paname. Voilà. Et comme ça, bon, bah, il est né sur de la terre de France, quoi. J'ai entendu le mot de Guise. Oui. Il n'y a pas très longtemps, j'ai relu Marie Stuart, dont la mère était une de Guise. Sa mère était une Guise, oui. Oui, sa mère était une Guise. C'est toute l'époque importante des guerres de religion et de l'importance de la famille de Guise. Donc la famille de Guise, maison cadette de Lorraine, extrêmement puissante, extrêmement riche, avec le deuxième duc de Guise, François de Guise, dont la sœur était la mère de Marie Stuart, qui ont gouverné toute l'année où François II et Marie Stuart sont sur le trône. Et François de Guise est assassiné par Paul Traude-Méré, et c'est son fils, Henri de Guise, le fameux balafré, qui mènera les guerres de religion. Et là, c'est une famille extrêmement puissante. Ils sont 4. Henri, duc de Guise, Charles, duc de Mayenne, l'homme le plus riche de France, Catherine, duchesse de Montpensier, et l'évêque de Lorraine, le cardinal de Lorraine, pardon. Guise a toujours rêvé d'être roi de France. Il a failli y arriver, on l'appelait le roi de Paris, il a failli y arriver parce que il voulait destituer Henri III, mettre sur le trône son frère, le duc d'Anjou, mais qui n'aurait fait que passer, n'est-ce pas? Mettre le cardinal de Bourbon, l'oncle d'Henri IV, Charles de Bourbon, comme roi de France, qui n'aurait aussi que passé, et ça lui laissait le champ libre. Enfin, il se voulait le champ libre, parce que dynastiquement parlant, il n'était pas dynaste. Mais il espérait comme ça écarter tous les prétendants au trône d'une manière légale. Hein, voilà, vous avez fait votre temps, maintenant on vous enlève, et prendre la place. Mais il a failli y arriver, mais l'histoire en a décidé autrement. Mais c'est un personnage passionnant de l'histoire, hein, le duc de Guise. Hein. Quand même pas oublier que c'est Henri III qui l'a fait assassiner à Blois. Hein, et cette phrase, Henri III, il est encore plus grand mort que vivant. C'est... Tout à l'heure, on parlait de croix templière, Oui. qui ressemble aussi très fortement à la croix de Malte. C'est la même. Il n'y a que la couleur qui diffère. Ouais. Et y a-t-il une règle aussi dans votre ordre? Oui, bien sûr, il y a une règle de l'ordre. Il y a une règle, il y a des statuts et il y a une règle. Alors la règle, justement, reprend tout ce qui est qui constitue l'ordre, c'est-à-dire les grandes armes de l'ordre. Les grandes armes, c'est un écu en forme de demi-amande, ce qu'on appelle l'écu français traditionnel, champ d'argent qui est blanc, à la croix amarante, ce que je disais tout à l'heure sur le manteau pareil, chargé au cœur au centre d'une étoile d'or, cantonné au chef des armes de France, les 3 fleurs de lys sur le fond d'azur. Voilà, ça c'est l'écu. L'écu est enveloppé d'un manteau écru, doublé d'hermine, portant encore une fois la croix amarante, mais à droite, elle-même ornée de son centre d'une étoile d'or. Voilà, ça ce sont les grandes armes de l'ordre. La devise, que je disais tout à l'heure, Monstrum Regibus Astraviam. Le cri, à la fin des cérémonies, Maria Stella, que je dis, Stella Maris, que me répondent les chevaliers. Voilà. Il y a les insignes de l'ordre. L'ordre possède 8 insignes qui incarnent sa personne juridique et spirituelle,
la bannière de l'ordre où figurent les grandes armes, le collier du grand maître, qui est mon collier que je porte, le bâton de commandement, j'ai un bâton de commandement comme un bâton de maréchal, si vous voulez, qui est amarante avec des fleurs de lys d'or, l'épée de l'ordre, dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Victrice, l'étendard de l'ordre. On a une croix sur l'autel, qui est une croix à argent, qui en son centre a une fleur de lys sur une étoile. Et puis il y a le sceau de l'ordre, que je suis seul à détenir et à pouvoir me servir. Voilà. Les croix que reçoivent les nouveaux chevaliers sont bénies avant qu'elles leur soient remises et avant qu'on les revête du manteau lorsque je les ai adoubés. Je les adouble, on leur revêt du manteau et on leur remet une croix, qui est la croix de l'ordre, toujours la même, qui est bénie par le prêtre officiant. Nous avons les uniformes, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Logiquement, nous devrions avoir des éperons. Mais bon, ça c'est moins facile à porter quand même. Nous devrions avoir tous une épée aussi, mais c'est pas facile à trouver, à faire. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc on est obligé de faire les choses petit à petit aussi. On ne peut pas... Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, voilà. Alors l'ordre a une organisation de gouvernance. Elle a un chef suprême qui est logiquement le chef de la maison royale de France, dont ce qu'était le comte de Paris. Il y a un grand maître, c'est donc moi. Il y a un lieutenant grand maître, un lieutenant grand maître adjoint, un chancelier, un capitulaire et roi d'armes, qui est celui, c'est Pascal Gabirazo dans ce, qui est celui qui est la mémoire de notre ordre et de tout ce qui le constitue. Il y a un chancelier adjoint, il y a un chapelain, un trésorier, un hospitalier, un cérémoniaire. Voilà, c'est à peu près comme dans les autres grands ordres comme Malte ou Teutonique, etc. L'égalité des devoirs entre les hommes et les femmes sont tout à fait à la mode à l'ordre de l'Étoile pour une simple et bonne raison, c'est que jamais, contrairement aux autres ordres, les femmes n'ont été adoubées avec le nom de dame. Elles sont chevaliers comme les hommes. Et ça depuis le Moyen-Âge. Alors quand on vient nous parler de l'égalité, la parité, etc., c'est pas d'aujourd'hui non plus, ça date depuis le Moyen-Âge. Et le seul ordre qui le respecte, c'est l'ordre de l'Étoile. C'est le seul. Nous avons une entrée et une sortie protocolaire dans l'église. Avant la célébration de la messe qui sert de chapitre, nous avons 2 chapitres par an. Un au mois de septembre, un autre le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie. Voilà, alors l'ordre de marche, il y a le porte-épée, le porte-étendard, le porte-croix, le cérémoniaire, les chevaliers, les officiers et le grand maître qui rentre en dernier. Et si le chef de la maison royale est présent, il rentre avec moi. Voilà. Il y a un titre d'honneur qui existe dans l'ordre. Les insignes en sont le grand cordon, donc c'est-à-dire la grande écharpe qui barre la poitrine. Le grand cordon auquel est suspendue une croix de l'ordre, ici en bas à gauche, et le crachat, ce qu'on appelle, qui est aussi l'étoile de l'ordre. Nous allons distinguer son Altesse Royale la Princesse Léa de Belgique, très bientôt, comme chevalier Grand Croix d'honneur de l'ordre. Voilà. On devait le faire au mois de janvier, et puis on a eu du retard, mais ça va se faire dans le courant de l'année. Voilà. Belle chose. Voilà, que vous dire d'autre? Bon, ben, il y a le serment, il y a les adoubements, bon voilà, c'est toute la vie d'un ordre chevaleresque. Hein. Et alors évidemment, les missions de l'ordre dont on parlait tout à l'heure, qui sont importantes. Voilà. Un peu d'histoire. Fred. Alors ce que je voulais ajouter, c'est que après cet exposé que nous a fait notre grand maître de l'ordre et de ses modalités, lorsqu'il se réunit, eh bien, il y a, comme l'a dit Richard, un certain nombre d'officiers. Il y a bien sûr aussi, il ne faut pas l'oublier, des chevaliers qui sont en un certain nombre et dont je fais partie aujourd'hui depuis un peu plus d'un an. Après avoir rencontré Monseigneur Henri VII
lors du dévoilement officiel de son portrait au château d'Amboise en octobre 2018. En effet, c'était un moment, une cérémonie très particulière, puisque sur sa commande, un peintre vietnamien, je crois... Oui, je crois qu'il était de l'Océanie, je crois. Qui est spécialisé en fait il fait que des portraits royaux. Dans les portraits royaux, est venu à Amboise dévoiler avec notre regretté Monseigneur Comte de Paris son portrait officiel. Et j'ai eu la chance donc d'être présent dans cette cérémonie et de pouvoir rencontrer le Comte de Paris. En fait, pour moi, c'était comme un rêve depuis longtemps. Je dois vous avouer que c'est la musique, quelque part, qui m'a amené à cela. Et j'ai été très heureux d'apprendre par le Comte de Paris lui-même qu'il était artiste. C'est un aspect de sa personnalité que l'on connaît peu, mais qui m'a exposé. Et en fait, il y a très longtemps, j'ai fait un concert dans la chapelle de Eu, cette ville dont le nom est constitué de 2 lettres. On rencontre souvent ce nom dans les mots croisés, et dont le maire est très connu. Et donc, en effet, lors de ce concert, j'ai appris que la comtesse de Paris, donc c'était son ex-épouse, habitait le château d'Eu. Oui. Alors ça m'a interpellé, et puis ça m'a poursuivi tout au long de ma vie. Et donc, j'ai pu, en effet, lorsque j'ai pu aller au château d'Amboise, rencontrer le comte de Paris, vivre une sorte de rêve cette soirée-là. Et il m'a expliqué qu'il faisait des peintures sur lesquelles il y a eu d'ailleurs une émission de la télé chinoise. C'est un grand aquarelliste. Il faisait des aquarelles magnifiques et aussi des encres de Chine. Très très belles, oui, c'était un artiste. Et ensemble, nous avons écrit un opéra. Il en a écrit le livret et j'en ai composé la musique. Et voilà, c'était un artiste. Il était très 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 artiste, oui. Déjà, on sent, comme vous en parlez depuis le début de cette émission, c'est un homme qui était très cultivé. Oui. C'était un être extraordinaire. Moi, il me considérait comme son fils. C'était quelqu'un pour qui j'avais vraiment beaucoup de sentiments et qui me manque beaucoup aujourd'hui parce que on passait des moments extraordinaires ensemble, en vacances, au quotidien. On se voyait au moins 2-3 fois par semaine. C'était vraiment... C'était fusionnel, oui. Moi, je l'aimais énormément et j'ai beaucoup perdu, beaucoup. Oui. Ça se ressent très fort quand vous en parlez. Voilà, l'ancien ordre ici de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel. Vous avez des actes de présence dans des événements? Alors, nous allons aller... Alors, 2 possibilités se présentent pour le moment. Je ne sais pas encore laquelle nous allons prendre, mais nous serons dans un endroit pour la Pentecôte où l'Église a besoin d'un coup de pouce pour redémarrer. Voilà, nous allons aider l'Église, nous ferons un chapitre là-bas, donc nous participerons à la messe de la Pentecôte. Voilà, ça c'est ce qui va arriver très vite, parce que les jours filent à une vitesse folle. Et puis après, nous aurons, alors après les vacances, le chapitre du mois de septembre, et là nous ferons le point sur les actions que nous pourrons ou pas mener dans l'année, et ce qu'il faut faire pour récupérer évidemment de l'argent, c'est le nerf de la guerre, pour suivre des actions. Ça, c'est... Voilà. Et puis au mois de novembre, nous aurons entre le 4 et le 6 novembre, nous avons la messe pour la mémoire de roi Charles X, mon ancêtre. Donc je mets un point d'honneur à ce qu'il y ait une messe pour lui rendre hommage, car c'est un personnage dont on dit pique-pendre, qu'on n'aime pas dans l'histoire, et en fin de compte, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que c'était un bon roi. Et je ne veux pas qu'on le laisse de côté comme ça, il fait partie intégrante de notre histoire. Et s'il avait été, en son temps, un peu plus magouilleur et pourri, il serait resté roi de France. Il a été trop honnête, et ça lui a coûté sa couronne.
Donc voilà, ça c'est l'ordre aussi tous les ans célèbre une messe à sa mémoire. Et puis le grand chapitre de l'ordre au mois de janvier, où là évidemment nous sommes, pour tous les chapitres, nous sommes en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, hein, qui est à Paris derrière le Louvre, qui est la paroisse des rois de France. Hein, voilà. Donc nous sommes là, et là c'est là que nous décidons exactement de ce que nous allons pouvoir mener comme chantier dans l'année. Des chantiers qui seront très lourds, certainement. Il y en a des lourds, oui, bon, on essaye de ne pas trop prendre les trop lourds, parce que financièrement, il faut pouvoir suivre, mais au moins essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Il y a un début à tout, et puis le temps fera ce qu'il fera. Voilà, exactement. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire sur votre ordre, peut-être des informations que je n'aurais pas peut-être demandées, hein, parce que c'est vous le spécialiste, c'est vous le sérénissime grand maître. Je peux peut-être vous lire un petit peu la genèse de l'ordre. Ah, oui. Voilà. Au vrai, il serait peut-être plus juste d'écrire les ordres de l'étoile, ou plus exactement l'ordre de l'étoile en sa création initiale et en sa refondation au réveil près de 3 siècles et demi plus tard. En effet, nombre d'auteurs considèrent que l'ordre de l'étoile recréé et réveillé par le roi Jean de Lebon est directement inspiré de l'ordre de Notre-Dame de l'Étoile, institué en 1022 par Robert le Pieux, connu pour sa dévotion à la Vierge et, rappelons-le, considéré comme le premier roi des Francs et de France thaumaturge. Ce premier ordre de l'étoile était alors composé d'un nombre limité de 30 chevaliers, qui portaient sur leur manteau à gauche une étoile recamée en broderie d'or à 5 branches. Il s'agissait d'un ordre militaire ayant pour but premier d'encourager les lettres. Mais la guerre de 100 ans lui fut fatale. Il s'éteignit sous Philippe de Valois. Refondé et réveillé par Jean de Lebon en 1351, il disparut sous le règne de Philippe VI de Valois. Le 16 novembre 1351, donc 4 ans après la création de l'ordre de la Jarretière par le roi d'Angleterre Édouard III en 1347, et comme une réponse française, le roi Jean de Lebon recréa l'ordre de l'Étoile, que ses statuts nomment également Ordre de Notre-Dame de la noble maison, au double motif du patronage de la Sainte Vierge et du siège magistral de l'ordre, établi en la demeure royale du palais de Tichy à Saint-Ouen, où se déroula d'ailleurs la cérémonie inaugurale le 6 janvier 1352. On admet couramment que l'ordre de l'Étoile fut inspiré par Geoffroy de Charny, l'un des théoriciens médiévaux de l'idéal et de l'état chevaleresque, considéré comme l'un des meilleurs chevaliers de son temps. Geoffroy de Charny est l'auteur de 3 ouvrages sur la chevalerie, plus précisément écrits à l'intention de ses confrères de l'ordre de l'Étoile. Porte-Oriflamme et conseiller des rois Philippe VI et Jean de Lebon, il fut tué à la bataille de Poitiers le 19 septembre 1356, avec nombre de ses compagnons de l'ordre de l'Étoile. L'admission dans l'ordre ne tenait pas compte des exploits mondains, telle la valeur de l'or des tournois, mais seuls les mérites personnels démontrés sur le champ de bataille étaient pris en compte. Les statuts de l'ordre prévoyaient de regrouper autour de rois les 500 meilleurs chevaliers de la noblesse française, d'une fidélité et d'une bravoure à toute épreuve. Jean le Bon n'en créa lui-même que 18. Le but était aussi de discipliner les chevaliers afin de ne pas renouveler le désastre de Crécy. Ces mêmes statuts stipulaient que si un chevalier de l'ordre s'enfuyait au cours d'une bataille, il serait suspendu de l'ordre et ne pourrait en porter l'habit, tandis que son blason figurerait renversé, le chef en bas, jusqu'à décision contraire du roi et de son conseil, ce qui, sur le plan de la symbolique héraldique, est la pire des sanctions avant la dégradation de noblesse et de chevalerie accompagnée de la destruction définitive de ses armoiries. Voyez, je termine par ce par quoi j'ai commencé, comme quoi c'est un ordre qui était très dur. Il fallait une force extrême de chevalier, mais une force aussi cérébrale, pour accepter d'aller se faire tuer, en fin de compte. Parce que être à moins de 4 pas de son adversaire, si vous n'attaquez pas, c'est lui qui attaque, il vous transperce. Donc voilà, c'était un ordre très, très dur, avec de grandes valeurs spirituelles et chevaleresques. Voilà.
Alors essayons de relever ces valeurs aujourd'hui. Force et honneur, dirait certains. Alors, ben, pour terminer cette émission sur votre ordre, je vous laisse lancer votre devise. Maria Stella, Stella Maris. Maria Stella, Stella Maris. Maria Stella. Stella Maris. Voilà. Bien à vous. Merci. Merci. Eh bien, en continuité, on avait Gilles qui était là. Il a une petite information parce qu'il est dans les arts, il est dans le théâtre. C'est bien ça, Gilles? Tout à fait, bonjour. Bonjour. Alors, j'étais pas prévu à parler, puisque évidemment l'émission était consacrée. C'est un autre axe, hein? Voilà. Mais profitons-en. D'accord. Alors, je me présente, donc Gilles. Je suis metteur en scène d'une pièce de théâtre qui s'appelle Fausse Adresse, qui a été jouée dernièrement au théâtre Le Ranelagh à Paris et qui va venir le 24 et 25 octobre dans la belle ville de Bruxelles au théâtre Lumen. Donc cette pièce a été écrite par un auteur italien qui s'appelle Luigi Lunari et qui avait été montée par un grand acteur, Pierre Santini, il y a 25 ans. Et je me suis permis de l'inviter à la première de la reprise. Pierre Santini était très ému. Et nous avons donc